Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour la reprise de nos émissions politiques. Je rassure tout d'abord tous ceux qui se sont inquiétés pour moi suite à ce fait qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je suis en pleine forme. Et je n'ai jamais été en soins intensifs, ça je tiens aussi à le dire, quoique moi-même touchée par le Covid comme beaucoup d'autres. Maintenant, je n'irai pas plus loin dans ces explications puisque il y a une partie de ce fait qui ne me concerne pas et qui appartient à un autre. Donc, je ne m'étalerai pas dessus et je ne veux pas non plus rentrer dans ce débat des anti-vax et des pro-vax. Alors, c'est vrai qu'on a dit que j'étais vaccinée. Alors, ça, c'est, je pense, ma liberté individuelle d'être ou de ne pas être. Et puis, ce débat qui prend de l'ampleur et qui divise les Guadeloupéens me peine énormément puisque aujourd'hui, place à la solidarité, place à l'amour, place à l'entraide. Et mes propos vont avant tout à l'endroit des familles endeuillées. Je tiens à vous apporter tout mon soutien, tout le soutien de cette équipe de Canal 10 et tous ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux. Bon courage aux familles et puis on s'en sortira de toute façon. Je tiens aussi à dire 2 mots à l'endroit des soignants. Ces personnes qui au quotidien s'occupent des malades, ces personnes qui au quotidien se mettent en danger, ces personnes qui au quotidien quelquefois mettent en danger leur famille puisque exposées à ce virus. Donc je crois qu'il faut une situation plus apaisée. Je crois que être vacciné ou ne pas l'être, c'est une liberté individuelle et peut-être qu'il faudra un jour trouver une issue, une voie de discussion pour que nous puissions avancer et qu'il n'y ait plus la peur de dire « je ne suis pas vacciné », plus la peur de dire « je suis vacciné » et plus la peur de dire aussi « j'ai changé d'avis ». Je crois que la première des libertés, c'est celle-ci. Et je dis aux Guadeloupéens que de toute façon, nous sommes tous sur le même bateau, nous sommes tous dans cette difficulté et ensemble, main dans la main, nous en sortirons, j'en suis sûre. Beaucoup d'amour pour tous et beaucoup d'amour pour tous ceux qui au quotidien font de leur mieux pour aider, pour faire avancer la Guadeloupe. Voilà, c'était juste ce message que je voulais vous laisser avant de donner la parole à notre premier invité de cette reprise, Jocelyn Sapoti, maire de la commune de Lamentin, mais il est aussi président de l'association des maires de la Guadeloupe. Jocelyn Sapoti, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Yves-Lise, bonsoir la Guadeloupe. Et je reçois avec beaucoup d'émotion ce que tu viens de dire et je sens que toi-même tu l'as dit avec beaucoup d'émotion et je le partage. Et je te présente mon soutien aussi, puisque je sais que tu as été victime, toi, c'est vrai, ta famille, de fake news. Mais tu as bien géré ça et tu l'as dit avec beaucoup d'émotion et avec les mots qu'il fallait. L'amour entre nous et dépassionner le débat entre nous. C'est ce qu'il nous faut. Merci pour ces belles paroles. C'est ce que je voulais te dire. Et comme toi, je vais adresser déjà, je peux dire, un sentiment aujourd'hui d'amour, de soutien envers les familles. Beaucoup de familles, trop de familles guadeloupéennes qui sont dans la peine aujourd'hui, qui sont touchées par la Covid, qui sont touchées par la maladie, qui sont touchées par le décès de beaucoup de proches. Des fois, c'est... Moi, j'ai connu ça. Là, des fois, c'est 3 personnes dans une famille qui partent d'un seul coup. 2 personnes dans une famille, père, mère. Ouais. J'ai vécu ça en tant que mère, j'ai vécu ça aussi en tant que dans la famille Sapoti. On a vécu ça, on a connu ça, c'est dur, c'est difficile. Et c'est vrai que le débat est trop passionné et qu'on doit apprendre à s'entendre, à se comprendre et surtout à se parler entre nous Guadeloupéens. Je pense que le plus important, c'est qu'on se parle entre nous Guadeloupéens. Voilà, je pense que c'est le plus important. Je voulais dire ça. Merci Jocelyn Sapoti. Alors, vous dites il faut qu'on se parle entre nous. Vous êtes le président de l'Association des maires de Guadeloupe.
une situation que tout un chacun vit. Est-ce que déjà, vous, maire, vous êtes mis ensemble pour discuter de la situation, pour donner une voix, pour échanger et pour que cette population puisse compter sur vous, élus, puisqu'elle dit de plus en plus que les élus ne se positionnent pas, que les élus ont peur de dire qu'ils sont vaccinés, peur de dire qu'ils ne le sont pas. En tout cas, il y a ce besoin au niveau de la population qui vous a fait confiance, vous élus, de connaître votre positionnement et de savoir comment vous avez décidé de gérer la situation. Oui, c'est une bonne question. Alors, les élus de la Guadeloupe se sont positionnés. Chacun, comme tu l'as dit toi-même, est libre de sa position par rapport à la vaccination ou pas. Seulement, les élus de la Guadeloupe, et je dis tous les élus de la Guadeloupe, se sont réunis et organisés. L'association des maires a porté la proposition auprès du conseil départemental, auprès du conseil régional, et nous avons formé ensemble un comité de suivi, un comité de pilotage même, et qui est constitué d'élus guadeloupéens et de professionnels de santé. Donc parmi ces professionnels de santé, il y a bien sûr des professionnels de santé qui représentent les hôpitaux, notamment le CHU. Il y a des professionnels de santé qui représentent les infirmiers, libéraux, des professionnels de santé qui représentent les pharmaciens, des professionnels de santé qui représentent les médecins de ville, et nous nous rencontrons tous les lundis. On va se rencontrer cet après-midi, tous les lundis, une fois par semaine, faire le point sur la situation et pour prendre ensemble des décisions. Et c'est ainsi que nous avons pris la décision qui consiste à mener une campagne pour le respect des gestes de protection. Moi, je ne dis pas les gestes barrières, je n'aime pas ce mot-là, parce que je n'aime pas le mot barrière. Donc les gestes de protection et de protection collective. Donc nous avons même chez vous, ça circule, nous avons des spots publicitaires que nous avons construits, qui sont pris en charge par le conseil départemental et d'autres qui sont pris en charge par la région, que nous avons construits pour sensibiliser la population à encore respecter de plus en plus les gestes de protection. Deuxième chose que nous avons faite, et ça nous l'avions demandé depuis très tôt, nous avons été entendus un peu tard, mais c'est fait aujourd'hui depuis longtemps. Les élus de la Guadeloupe demandent à faciliter la vaccination pour ceux qui veulent se faire vacciner. C'est de notre responsabilité, parce qu'il y a des Guadeloupéens qui veulent se faire vacciner, mais qui ont des difficultés pour se faire vacciner, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de centres de vaccination de proximité, il n'y a pas assez de proximité pour la vaccination. Comprenez quelqu'un qui travaille, qui a envie de se faire vacciner, mais qui se dit, je vais faire 3 heures d'attente. Mon père, qui ne travaille pas, il a attendu 3 heures dans une file d'attente pour se faire vacciner. Il a plus de 80 ans. Vous comprenez, donc c'est pas facile pour ça, pour les gens. Donc nous avons organisé la vaccination de proximité pour les gens qui veulent se faire vacciner. Et dorénavant, grâce à la région Guadeloupe, il y aura la vaccination de proximité qui est le Vaccibus. Et avec le département, nous avons développé, avec les municipalités, nous avons développé et mis en place en Guadeloupe les centres de vaccination éphémères et de proximité. Donc parce que nous pensons très sincèrement, au-delà des opinions individuelles de tout un chacun, que quand il y a 800, je vous dis bien, 800 professionnels de santé et des médecins qui sont originaires des Antilles et pour la plupart des Guadeloupéens, qui sont des sommités françaises, mais aussi mondiales de médecine, qui dit vaccinez-vous, c'est la solution. Mon opinion personnelle ne compte pas. Mon opinion personnelle ne compte pas. Je me plie derrière l'opinion de cette communauté scientifique, de cette communauté médicale, des médecins, des gens qui ont fait 10 ans, 14 ans, 18 ans d'années de médecine, qui ont la compétence pour le dire. Donc, et nous on s'organise pour que nous puissions donner satisfaction à ceux qui veulent suivre cette orientation donnée par ces professionnels de santé. Alors, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y a cette peur de dire, d'ailleurs de la part des élus, aussi, je suis vacciné, je ne suis pas vacciné. Est-ce que pour vous, il y a une importance aussi de le dire et est-ce que ça pourrait faire du bien à la population? Est-ce que ça pourrait la sécuriser? Moi, je l'ai dit. J'ai dit que je suis vacciné. J'ai dit que ma famille est vaccinée. J'ai été lynché sur les réseaux sociaux quand je l'ai dit la première fois. J'ai insisté.
J'ai tenu tête. Et on m'a respecté. Et on a respecté ma position. Je me suis fait vacciner tout simplement parce que j'ai un médecin qui me suit, qui est mon médecin de famille, qui m'a dit il faut te faire vacciner et qui m'expliquait pourquoi je dois me faire vacciner et qui m'expliquait que lui il est vacciné, que toute sa famille est vaccinée. Ce que vous comprenez que moi, je ne vais pas suivre mon médecin. J'ai écouté mon médecin. Je ne vais pas écouter ceux qui disent des choses sur les réseaux sociaux. Si je suis malade demain, ce n'est pas eux que j'irai voir. Si je suis malade demain, c'est mon médecin que j'irai voir. D'accord? Si j'attrape une forme grave de la Covid ou n'importe quelle autre maladie, c'est mon médecin que je vais voir. Vous comprenez que si j'attrape la Covid et j'ai une forme grave de la Covid, je vais voir mon médecin, il me dira, mais je vous avais conseillé de vous vacciner, M. Zavodi. Je serai comment devant lui? Il va s'occuper de moi, mais j'aurai bien honte. Je ne suis pas de ce tempérament-là. Alors, est-ce que vous êtes en dehors de tout ce que vous entendez sur les réseaux sociaux ou même dans la rue ou même au niveau de vos amis, de vos collègues sur le fait que oui, les pro-vax, ce sont ceux qui posent problème à notre population. Les pro-vax, ce sont ceux qui, justement, poussent la population, obligent cette population à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. Non, on n'oblige personne. Et on a encore la chance, je ne sais pas demain ce qui va se passer, d'être dans un pays où on n'oblige pas les gens. Parce que je peux vous dire, à 200 km de chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Je peux vous dire, vous allez à Saint-Domingue, c'est les trois doses obligatoires. Hein. Et on ne va pas vous demander votre avis. C'est très clair. D'accord? Et si vous vous présentez quelque part et que vous n'êtes pas vacciné, on vous dit de rester là. Ne vous bougez pas. Et il y a un policier qui vient vous chercher, qui vous emmène vous faire vacciner. On n'est pas comme ça ici. Donc il faut qu'on sache ce qui se passe autour de nous. Dans la Caraïbe, il faut savoir que tous les gouvernements de la Caraïbe se sont donnés comme objectif 80% de vaccinés. 80% de vaccinés comme objectif. Et s'ils n'y sont pas encore arrivés, c'est parce qu'ils n'ont pas les doses. C'est parce qu'il leur manque des vaccins, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir acheter des vaccins. Donc vous comprenez bien que mon opinion à moi, Jocelyn Sapoti, quelle importance que ça a vis-à-vis d'une opinion internationale, vis-à-vis de la médecine légale, je dis bien vis-à-vis de la médecine légale, de la médecine qui est organisée, qui est professionnelle, et vis-à-vis de la totalité, je dirais bien de la totalité des médecins de Guadeloupe, qui prennent la vaccination. Il n'y a aucun médecin qui dit aux gens de ne pas se faire vacciner. Il y a des médecins qui vont vous dire, il y a des cas où effectivement la personne, il faut examiner si oui ou non elle doit prendre le vaccin. C'est normal. Moi, ma fille, si elle prend un Doliprane, elle meurt. Si elle prend un Doliprane, elle meurt. Elle est allée voir son médecin et son médecin lui a dit, il faut que tu ailles voir un spécialiste pour te dire si tu peux te faire vacciner. Elle est allée voir un spécialiste. Et le spécialiste lui a dit, justement, dans ton cas, tu prends Doliprane, tu meurs, mais le vaccin, tu dois le prendre. Parce que justement, si tu attrapes la Covid, on ne pourra pas te soigner. On ne pourra rien te donner pour te soigner, vu ton état. Par contre, le vaccin, tu peux le prendre. Mais c'est un médecin qui le lui a dit, c'est pas moi. Moi, je suis incapable de pouvoir dire ça. Donc, sous le conseil d'un spécialiste et d'un médecin, elle s'est fait vacciner. Elle Alors, a pris ses 2 pourquoi doses. aujourd'hui la voix des C'est la vraie question. La voix des anti-vax est mieux perçue, plus acceptée, je dirais, que celle des pro-vax? Non, c'est la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi on n'écoute pas nos médecins? Pourquoi on n'écoute pas ceux qui ont aujourd'hui la compétence pour nous dire ce qu'on doit faire en matière de santé publique? Alors pourquoi? En matière de santé. Pourquoi? Moi, je n'ai pas toute la réponse. Je pense que des sociologues ou des gens qui travaillent là-dessus devraient pouvoir nous éclairer. D'accord? Je sais qu'il y a une part très forte des réseaux sociaux là-dessus, alimentés d'ailleurs par des gens qui ne le font pas gratuitement. Je peux vous le dire, puisque je suis moi-même abonné à un certain nombre de revues qui sont des revues scientifiques, où je lis effectivement des textes qui sont rédigés par des scientifiques. Mais quand vous lisez bien ces textes-là, ils ne vous disent pas de ne pas vous faire vacciner. Ils vous démontrent effectivement, comme il y a un texte par exemple qui est écrit par un médecin. C'est un médecin qui l'écrit. Et il vous dit dans ce texte, est-ce que le texte, même, l'intitulé même de son article, c'est de vous dire, est-ce que le coronavirus, aujourd'hui,
est la cause de la pandémie. Donc quand vous voyez ça, un titre comme cela, forcément, ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Et le médecin qui écrit ça, c'est un médecin. Il ne vous dit pas qu'il ne faut pas vous faire vacciner. Mais il vous dit la vraie cause, c'est le sucre, c'est l'obésité, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. C'est l'hypertension, etc. Et que le coronavirus n'est qu'un déclencheur. Et que la vraie cause de la pandémie, c'est l'obésité, c'est ceci, c'est cela. Mais ce médecin-là, il a écrit quoi? Il a écrit un texte dans un journal où il a voulu faire un buzz qui va lui rapporter de l'argent. Parce qu'à chaque fois que vous allez cliquer dessus, vous allez voir des cookies apparaître, vous allez voir des publicités apparaître. Et ce médecin-là, qui n'est qu'un généraliste, qui n'est pas un spécialiste, qui n'est pas un virologue, etc., mais qui écrit dans un journal, va se faire de l'argent avec ça. Alors, il a fait aussi, pour revenir à vos propos, il a fait aussi 10, 14, vous avez dit 18 années d'études, lui aussi. Oui, et il n'a pas dit faux. Il n'a jamais dit dans son article qu'il ne faut pas se faire vacciner. Il n'a jamais dit dans son article qu'aujourd'hui, le coronavirus n'est pas la cause de la pandémie. Il a posé une question. Il vous dit, est-ce que c'est la cause de la pandémie? Et vous, quand vous voyez le titre, vous faites un buzz avec ça. D'accord? Oui. Et quelqu'un qui est, lui, anti-vax, il va prendre que le titre. Il va déformer les propos, tout comme on a déformé les propos de Jacques Attali, tout comme on a déformé les propos de beaucoup de personnes, et il va reprendre l'article, il va prendre ce qui est là-dedans, il va faire un buzz avec. Et lui, il va encore gagner de l'argent sur les réseaux sociaux grâce à ce buzz-là. Parce qu'il faut savoir que les gens qui font les buzz sur les réseaux sociaux et qui font ce qu'on appelle les fake news, ils gagnent de l'argent derrière ça. Parce que plus ces trucs-là sont lus, sont regardés, quand c'est des millions de vues, il y a de la publicité derrière et ils sont rémunérés derrière. Donc en fait, c'est quelque chose qui est organisé. Malheureusement, les Guadeloupéens sont entrés dans ce piège-là. Et beaucoup de gens sont entrés dans ce piège-là. Et je leur dis, faites attention. Moi, je vais écouter la communauté médicale. Je vais écouter la communauté scientifique. Je ne vais pas écouter un médecin qui écrit dans une revue. Je vais écouter 800 médecins qui participent à une action et qui me disent quelque chose. Je vais écouter la haute autorité de santé. La haute autorité de santé qui a compétence pour dire quels médicaments qu'on doit délivrer, quels vaccins qu'on peut donner aux gens. Je vais écouter cela. J'irai sur ces sites-là, qui sont des sites officiels pour m'informer. Je vais écouter les médecins officiels. Et lorsque cette haute autorité de santé n'est pas en phase avec votre médecin, que faites-vous? Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui. La haute autorité de santé et les médecins sont en phase aujourd'hui. C'est ça. C'est que l'ordre des médecins, la haute autorité de santé, toute cette filière organisée depuis l'OMS n'a qu'un seul discours. Dans le monde entier, c'est le même discours. Et c'est, respecter les gestes de protection, c'est le discours. 2, la vaccination, c'est le discours. C'est ça, aujourd'hui, qui est le discours officiel, tenu par tous les professionnels de santé. Même ceux qui vous mettent en garde contre la vaccination, ils ne vont jamais vous dire de ne pas vous faire vacciner. D'accord? Ils vont vous dire il y a autre chose. Donc pour vous, aujourd'hui, aucun médecin ne dit ne vous faites pas vacciner. Non. Ils vous proposent d'autres alternatives, plus la vaccination. Ils vont vous dire il y a la vaccination, il y a ceci, il y a un risque pour la vaccination, il y a ceci, il y a cela, mais ils ne vont jamais vous dire de ne pas vous faire vacciner. Sauf si il y a une contre-indication médicale qui vous le dira personnellement, d'accord? Donc il faut faire, ce sont les gens qui font parler ces gens-là, d'accord? Même le docteur Raoult, comme l'homme, il n'a jamais dit de ne pas se faire vacciner. Il a même dit que la vaccination, c'est aujourd'hui la voie. Même si lui propose autre chose, même si lui, il a ses problèmes avec l'administration française, avec sa hiérarchie et autres, où lui, il propose d'autres protocoles, mais il n'a jamais dit de ne pas se faire vacciner. Il a créé quand même beaucoup de doutes sur le vaccin. Non, il mettait des doutes sur le vaccin. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'en met plus. Et il a proposé d'autres démarches. Et d'autres médecins, il faut savoir ça, que d'autres médecins, d'autres chercheurs cherchent d'autres solutions. Ils n'ont pas encore trouvé. Ils vont peut-être trouver autre chose. Et on espère bien qu'ils puissent trouver autre chose.
On l'espère de toutes les façons, et tout le monde espère. Et même la communauté scientifique et la communauté médicale espèrent que les chercheurs qui cherchent trouvent autre chose. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas encore trouvé le Graal, on n'a pas encore vraiment trouvé le truc, on n'a pas encore trouvé l'antivirus qui nous permettrait de sortir de la Covid. On sait très bien que le vaccin qu'il y a aujourd'hui, c'est un vaccin qui nous protège, mais qui ne nous protège pas à 100%. Que pensez-vous justement, au-delà du vaccin, de la vaccination, mais que pensez-vous de cette obligation vaccinale? C'est un autre débat. C'est un autre débat. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'obligation vaccinale. Après, maintenant, il faut savoir que la haute autorité de santé réfléchit sur cette question-là. Et à un moment, la haute autorité de santé va donner une décision et un avis là-dessus. Quand la haute autorité de santé donnera une décision et un avis là-dessus, il appartiendra au gouvernement de savoir s'il suit ou il ne suit pas la haute autorité de santé. Toujours est-il que ce n'est pas une décision qui viendra tout seul du gouvernement. Si un jour le gouvernement devait aller sur cette voie-là, il faudrait d'abord que les professionnels de santé et la haute autorité de santé puissent dire on propose ça. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui ne donnent pas le choix à leurs salariés sur cette question de la vaccination. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre dans la mesure où il y a des professions, et moi je le dis, ça, c'est de la responsabilité de ce corps-là et de ce qu'on appelle des règles d'éthique dans une profession. Et ça doit être organisé non pas par le politique, ça doit être organisé par ceux qui sont dans la profession et par le comité d'éthique ou encore de déontologie de cette profession-là. Moi, en dehors de la Guadeloupe, très dernièrement, je suis allé visiter une académie qui n'est pas en France, mais qui n'est pas en Guadeloupe. Le directeur m'a dit, chez moi, vaccination obligatoire et test, même si vous êtes vacciné, et test obligatoire une fois par semaine pour tout mon personnel. Pourquoi ? Parce une fois par semaine. Une fois par semaine. Un test. Vacciné et test. Vacciné et test. Je vous le dis, c'est pas en France, c'est pas en France. Et ce directeur m'explique, tout simplement, parce que j'ai des élites chez moi que je forme, qui sont de renommée internationale. Je ne peux pas prendre le risque que l'un de mes professeurs donne la Covid à une élite internationale. Tout simplement. Parce que j'aurai des comptes à rendre au président, au gouvernement des pays de ces gens-là. Donc je dois les protéger. Donc je demande à mes professeurs d'être vaccinés et de faire le test une fois par semaine. Ça, c'est la règle qu'il a instituée dans son académie. Et son gouvernement l'a soutenu là-dedans. Donc, on ne peut pas enlever le fait que la France soit un pays élitiste, non plus. Oui, mais ça ne se passe pas en France, c'est ce que je vous dis là. Oui, mais... Ça ne se passe pas en France. Donc vous comprenez qu'il ne faut pas qu'on reste dans une réflexion et qu'on regarde franco-français. Il faut regarder ce qui se passe autour de nous. Parce qu'il y a un vrai problème. Et le problème, il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour pouvoir en discuter et regarder tous les paramètres dans le problème. Même si moi, je vous dis, je ne suis pas favorable. Je vous le dis encore pour l'obligation. Mais il faut à un certain moment qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse regarder les risques qu'il y a et que tout un chacun regarde les risques qu'il y a. Il ne faut pas regarder que soi. Moi, je viens de perdre une cousine qui n'est jamais sortie de chez elle. C'est un soignant qui lui a porté le Covid chez elle. Et elle en est morte. Elle en est morte. Il n'y a pas une semaine de cela. Et c'est un soignant qui lui a amené le Covid chez elle. Elle n'était pas vaccinée. Et elle n'était pas vaccinée. Donc, vous comprenez bien. Donc, il faut que la liberté individuelle, c'est quelque chose. Je comprends ça et je respecte ça. Mais la protection des autres aussi, c'est quelque chose. Donc, il faut qu'on comprenne ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'entre Guadeloupéens, on se parle et qu'on se comprenne. C'est très important. Est-ce qu'il y a encore la possibilité de se parler? Oui, il faut qu'on apprenne à se parler. De manière posée, de manière modérée. Il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à regarder l'intérêt général, collectif. C'est pour ça que je ne dis pas geste barrière. Parce que quand vous prenez des précautions, ce n'est pas une barrière que vous mettez. Non. Vous prenez une décision collective. Le pape a dit quelque chose que j'ai bien aimé. Il a dit se vacciner, écoutez-moi bien, c'est un geste d'amour.
Pourquoi? Parce que quand il le dit, il ne pense pas au vaccin pour celui qui a pris le vaccin. Il pense au vaccin pour la collectivité. C'est-à-dire que celui qui a pris le vaccin, il se protège lui, mais il protège aussi les autres. Et ce que les gens ne savent pas, parce qu'il y a beaucoup de catholiques en Guadeloupe, pour travailler au Vatican, il faut être vacciné. Si vous n'êtes pas vacciné, vous ne travaillez pas au Vatican. Le pape a instauré l'obligation vaccinale au Vatican. Le Vatican fait partie, parce que c'est un État le Vatican fait partie des États, parce qu'il y en a, où la vaccination est obligatoire. Le Vatican en fait partie. Autour de nous, dans la Caraïbe, il y a des États où la vaccination est obligatoire. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans un raisonnement franco-français. Et je dis bien aux gens, si la Guadeloupe était indépendante, il y aurait un président, un gouvernement guadeloupéen, il aurait fait quoi? Il n'aurait pas dit aux Guadeloupéens de se vacciner, il aurait dit aux Guadeloupéens de se vacciner. Exactement comme tous les gouvernements qui sont autour de nous dans la Caraïbe demandent à leur population de se faire vacciner. Tous. Et ils ont tous un objectif de 80% de vaccination. Ce n'est pas un débat. Donc, quelque part, vous dites vaut mieux rester dans ce contexte français. Ah non, je ne dis pas ça. Non. Pour avoir plus de liberté. Je ne dis pas ça, mais je dis tout simplement qu'on est dans un contexte international. On n'est pas dans une guerre aujourd'hui, la Guadeloupe face à la France. Parce qu'on fait comprendre aux Guadeloupéens que c'est le méchant français qui veut donner un poison aux Guadeloupéens pour les tuer. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de se raconter des histoires. 65% des Français sont vaccinés aujourd'hui. Et je veux vous dire quelque chose. Ceux qui écrivent ces documents, qu'on lit sur les réseaux sociaux, qui sont pour la plupart des Occidentaux, pour la plupart, tous ces documents dans les réseaux sociaux qu'on lit là qui dit de ne pas vous faire vacciner, c'est écrit par des Occidentaux, ce n'est pas écrit par des Guadeloupéens. C'est des Guadeloupéens qui font transfert. Ils font transférer des informations, ils reprennent des informations. C'est écrit par des Occidentaux, c'est écrit par des Américains, c'est écrit par des Européens, qui eux-mêmes dans leur pays, les gens sont vaccinés à 65%, 70%. Pendant qu'ils ont dit nous pas vaccinés, en un pays ailleurs, ils sont vaccinés à 65%, 70%. On couillonne qui là? Pendant que eux, leur économie fonctionne, tant nous fermés. Pendant que nous, en Guadeloupe, nous n'y 1700 cas pour 10 000 habitants, il y aura 150 cas, il y aura 50 cas pour 10 000 habitants. Et il y aura nous conseille pas vacciner. On doit écouter qui là? Donc les Guadeloupéens se font avoir par l'extérieur? Oui. Dans cette affaire-là, les Guadeloupéens se font avoir par l'extérieur. Et se font avoir par des gens qui gagnent de l'argent en faisant des fake news. Quelle est la part de responsabilité des Guadeloupéens dans tout cela? Je pense que je dis bien les choses, que la part de responsabilité est quand même partagée. Il faut dire les choses. Je ne dirais pas que tous les torts sont au même endroit. Parce qu'il y a une méfiance et une défiance vis-à-vis de la parole officielle. Ça peut se comprendre, vu le passé que nous avons eu. Mais à un certain moment, il faut s'asseoir et dire quel est mon intérêt. Aujourd'hui, quel est l'intérêt de mon pays? Je peux comprendre tout ce qui s'est passé sous la chlordécone. Je peux comprendre tout ce qui s'est dit quand on a dit aux gens de ne pas porter des masques. Je peux comprendre tout ça et j'entends ça. Et je comprends que ça puisse effectivement freiner certaines personnes. Très clairement, je comprends ça. Mais par contre, cette personne, elle doit s'interroger à un certain moment. Elle doit s'asseoir et dire, j'ai déjà subi la chlordécone. Est-ce que je vais me faire subir une double peine? C'est-à-dire qu'en appris avec la chlordécone là, en récaille encore avec le coronavirus là. Parce que la chlordécone a empoisonné mon pays. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui tue mon pays? Ce n'est pas le vaccin. C'est la Covid qui tue mon pays. Est-ce que je vais prendre une double peine? C'est ça. Où est mon intérêt? Où est l'intérêt de mon pays? C'est ça qu'il faut réfléchir. On m'a dit de ne pas porter de masque. Ils ont dit une bêtise. Après, ils ont reconnu que c'était une bêtise. Mais aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une politique anti-vax? Est-ce que ce serait la Guadeloupe qu'on punirait seulement? Est-ce que ce serait la Martinique qu'on punirait seulement? Alors que la France vaccine à tout va. Alors que l'Europe vaccine à tout va. Alors que la Chine vaccine à tout va. Alors que les États-Unis vaccinent à tout va. Vous pensez que tous ces pays riches dans le monde entier auraient empoisonné leur population? Réfléchissons à un certain moment. Il faut s'asseoir à un certain moment. Vous pensez que les Américains auraient empoisonné 60% des Américains? Non, quand même pas. D'accord? Les Chinois se sont donnés comme objectif 80%. Avec un vaccin qui est moins sûr que celui qu'on utilise chez nous. Tout le monde le sait. Et pourtant, ils se vaccinent.
Et la situation dans le monde entier aujourd'hui de la vaccination progresse. Alors, avant d'arriver à cela, puisque on a vu qu'au Sénat, les élus, les sénateurs socialistes se sont positionnés. On voit que même là, il y a quand même des divergences sur cette obligation vaccinale, ne serait-ce qu'en Guadeloupe. On voit que Victorin Lurel, par exemple, qui est pour, et Victoire Jasmin qui dit non. Est-ce que ça aussi, ça ne crée pas une certaine cacophonie? Oui, je pense qu'il faut laisser la parole, comme je le dis, aux autorités scientifiques. Il appartient pour moi à la haute autorité de santé de donner la direction dans cette affaire-là, à l'autorité scientifique. Parce que la haute autorité de santé est constituée de professionnels de santé. Il n'y a pas de politique là-dedans. Ce sont des professionnels de santé. Ils sont tous des gens qualifiés en médecine. Ce sont des médecins, ce sont des chercheurs, ce sont des professionnels de santé. Ils vont donner au président de la République une décision ou un avis. Cette décision, cet avis a que des conséquences judiciaires, hein, je vous le dis bien, a des conséquences judiciaires. C'est-à-dire si la haute autorité de santé dit au président de la République, la vaccination obligatoire, je vous propose de dire aux Français la vaccination obligatoire. Et que le président de la République dit, et moi je suis contre la vaccination obligatoire, je ne fais pas de vaccination obligatoire, c'est son droit, il peut le faire. Mais si demain, un comité de citoyens se constitue avec une association des victimes de la Covid et porte plainte contre le président de la République en disant que la haute autorité de santé avait demandé au président de la République de faire la vaccination obligatoire, il ne l'a pas fait. Moi, j'ai perdu un parent. Un tel a perdu 100 personnes, 1000 personnes ont perdu un parent parce qu'il n'y avait pas la vaccination obligatoire. Le président de la République va devant les tribunaux. Il faut savoir ça. Donc, il faut savoir comment ça fonctionne. Tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une affaire d'élus d'abord. Et à l'inverse, ce serait pareil. À l'inverse, ce serait pareil. C'est-à-dire que si à l'inverse, le comité scientifique, pas le comité scientifique, la haute autorité de santé, c'est pas la même chose que le conseil scientifique, hein, la haute autorité de santé. Si à l'inverse, la haute autorité de santé avait dit l'inverse, ce serait la même chose. Dans les deux sens, ce serait la même chose. C'est-à-dire que la haute autorité de santé donne une direction, donne aux politiques, au président de la République, un avis ou une décision. Il suit ou il ne suit pas. Mais s'il ne suit pas et que derrière, la population porte plainte, le président peut être traduit, même le président de la République, comme il est, devant les tribunaux, parce qu'il n'a pas suivi une direction donnée par la haute autorité de santé et qu'il y a eu des conséquences médicales pour la population derrière. Alors maintenant, est-ce que vous êtes inquiet pour l'avenir, puisqu'on parle déjà de nouveaux variants qui seraient plus virulents encore? Alors, est-ce que vous êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Je suis très inquiet. Parce que, et c'est pour ça que je dis que le débat aujourd'hui de savoir est-ce qu'on se vaccine, est-ce qu'on ne se vaccine pas, il faut laisser ça entre les mains des professionnels et entre les mains des médecins. Il ne faudrait pas que ça soit le tout venant qui s'en occupe et qui en parle. Laissez ça entre les débats, ce débat entre les médecins et autres. Parce que ce sont eux encore qui font des recherches. Je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chantal Pichon. Ça vous dit peut-être rien. Chantal Pichon, c'est quand même une chercheuse d'origine antillaise. Je ne sais pas si elle est guadeloupéenne, d'origine antillaise, qui fait partie de ceux qui ont découvert le vaccin. Les gens ne savent pas ça. Qui fait partie de ceux qui ont découvert le vaccin. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça date de 2005. De 2005. Elle a commencé à travailler dessus depuis très tôt, depuis 2005. D'accord? Et c'est quelqu'un qui vient de chez nous. Sur ce vaccin, contre le Covid. Sur ce vaccin. En 2005. En 2005. Qui a découvert le procédé de vaccination de l'ARN messager. L'ARN messager, c'est un procédé, c'est une technique de vaccination que vous pouvez utiliser contre plusieurs formes de maladies. Et donc là, les laboratoires ont investi là-dessus parce qu'il y a eu la Covid. Mais au départ, elle a travaillé là-dessus, non pas contre la Covid, mais contre les cancers. D'accord? Et elle dit qu'il y aura une suite d'ARN messager contre les cancers, à condition qu'il y ait des laboratoires qui investissent là-dessus. Mais c'est une découverte française, par le CNRS française et par l'INSERM en France, exploitée par des Américains
mais découvert par des Français et notamment une Antillaise qui est à la tête de cette recherche-là. Il faut savoir ça. Les gens ne savent pas ça. Mais on le dit. D'accord ? Et Chantal Pichon est une sommité mondiale qui parle de l'ARN messager partout dans le monde. Okay? Donc, elle explique très bien qu'aujourd'hui, on n'a pas gagné la bataille. Elle le dit. C'est ces gens-là, ça, comme que j'écoute, moi. Les gens qui sont dans les laboratoires et qui font la recherche et qui travaillent. D'accord ? Elle le dit. Les virologues, aujourd'hui, qui en parlent, vous disent qu'on n'a pas encore gagné la bataille. Il faut être inquiet. Oui, il faut être inquiet. On n'a pas encore gagné la bataille. Parce que nous avons affaire à un virus aujourd'hui qu'on ne maîtrise pas totalement. Qui mute. Et qui mute. Encore et encore. Et encore et encore. Il faut se le dire. Ce n'est pas pour faire peur aux gens. Les gens disent, ah oui, on veut faire de la psychose, on veut faire peur aux gens. Non. Vous comprenez cette demande de départ du préfet Alexandre Ochat et de la directrice de l'ARS, Mme Denux? Non, je ne comprends pas ça. Je vais vous le dire très simplement. Moi, j'ai des reproches à faire. Sur la manière, attendez, je vais vous dire, sur la manière dont la crise a été gérée, pas seulement en Guadeloupe, mais de manière générale. Mais je ne parlerai pas, je ne dis rien. Je parlerai le jour où je devrais parler. Parce que moi-même, j'ai fait des propositions qui n'ont pas été suivies. D'accord ? Mais je parlerai au jour où je devrais parler. Mais aujourd'hui, je ne dis rien. Pourquoi ? Parce que nous sommes aujourd'hui en guerre contre un virus. Je ne vais pas gaspiller mon énergie, moi, à faire autre chose, alors que je dois consacrer mon énergie aujourd'hui à sauver les Guadeloupéens. C'est ça le plus important. Quand on est en guerre, on ne fait pas de désertion. Un soldat ne déserte pas quand il est en guerre. Il mène la guerre jusqu'au bout. Et le conseil de guerre, on le réunit après la guerre, quand on a fini la guerre. Aujourd'hui, on n'a pas fini la guerre. Donc il faut être tous au front. Moi, je suis au front. Avec les autres maires, avec les conseillers départementaux, avec le conseil régional, malgré nos divergences politiques, sur cette affaire-là, nous sommes au front. Et nous voulons aider la Guadeloupe. Donc, au niveau de cette crise-là, il n'y a ni droite, ni gauche, ni centre, ni rien de tout cela? Exactement. Il y a, pour moi, c'est dans ma conception, il n'y a ni droite, ni gauche, ni centre. Il y a des élus qui doivent se mettre au travail pour sauver les Guadeloupéens. Quand j'ai une crise ici, là, près de 400 morts, je vous dis ça, on va dépasser les 400 morts. On va dépasser les 400 morts pour la 4e vague. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Moi, je vis ça. Je suis resté une semaine malade chez moi. Et je comprends les médecins. Je comprends ces gens-là. Je me dis, comment ils font? Comment ils font? À force que j'ai des familles que je reçois, dans la tristesse, dans la douleur, des gens proches de moi même, qui portent le même nom que moi aussi. Tout ça, c'est dur. Donc, je pense que là, aller faire la guerre politique aujourd'hui, faire la guerre politique aujourd'hui, jouer sur la crise aujourd'hui pour se faire un nom en politique ou encore pour se faire un espace en politique, c'est ne pas respecter les familles qui sont aujourd'hui en deuil et en souffrance. C'est ne pas respecter ces gens-là, c'est ne pas respecter la souffrance des Guadeloupéens. Moi, aujourd'hui, je dis que tout le monde en Guadeloupe doit être tête collée. Et même ceux qui ne sont pas pour le vaccin aujourd'hui, qui ne veulent pas, ce que je respecte, sauf que je leur dis, ne donnez pas de conseils aux gens. Si vous n'êtes pas vous-même médecin, vous avez votre opinion, gardez-la pour vous. Je respecte ça. Mais ils doivent être au front aussi pour lutter contre la Covid. Tu ne veux pas te faire vacciner, mais respecte les gestes. Reste chez toi. Fais attention. Ne va pas donner la Covid aux autres si tu l'as. Ou si tu ne l'as pas, peu importe. Et même les vaccinés aussi, pareil, la même chose. Parce qu'un vacciné peut transmettre la Covid. Il faudrait que nous soyons tous au fond. Le seul combat que nous avons mené, c'est le combat contre la Covid. Il faut que nous nous parlions. Vaccinés ou pas vaccinés, il faut nous ensemble, toute tête collée contre la Covid. Un point, c'est tout. Alors maintenant, vous avez dit que votre commune a été touchée par ce virus et surtout par les décès. Est-ce qu'il a fallu adapter les mesures qui ont déjà été mises en place d'aide, je veux dire, au niveau de la commune? Est-ce qu'il a fallu aider les gens? Est-ce qu'il faut encore les aider? Et qu'avez-vous mis en place concrètement? Alors, un grand coup de chapeau déjà. Je dis pour les pompes funèbres qui travaillent à la Lamentin. Les pompes funèbres et le personnel qui travaille au cimetière de la Lamentin. Un grand coup de chapeau. Parce que c'est une gestion compliquée et difficile de l'espace déjà au cimetière et de l'organisation des enterrements. On a 2-3 enterrements par jour.
On n'est pas habitué à ça. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. On n'a jamais pensé pouvoir vivre ça. Vous comprenez? J'ai eu à remonter le moral de mon prêtre. Le prêtre. On s'appelle. Mutuellement, nous nous remontons le moral chacun. Parce qu'il n'en peut plus. Parce qu'il est touché. Et moi-même, je suis touché. Je vous le dis. On se parle et on est dans la tristesse. Il me fait part de ses difficultés. Et il me dit, monsieur le maire, qu'est-ce que je peux dire aux gens pour le faire comprendre? Il faut aller se faire vacciner. Il me dit, comment je peux expliquer ça à la communauté? Et je lui explique les difficultés que j'ai aussi. Et on se dit, comment il faut accepter les gens? Vaccinés ou pas vaccinés, il faut fonctionner avec eux. On est tombé d'accord sur le discours qu'on doit tenir ensemble, sur la conduite qu'on doit avoir ensemble pour garder la communauté soudée. C'est ça la difficulté. La difficulté aussi pour nous, c'est de faire fonctionner une mairie quand j'arrive le matin. Je ne sais pas combien d'argent que j'aurai. Je ne sais pas. Parce que quand j'arrive le matin, mon service, je vous dis, un service important pour la population de l'urbanisme, est resté fermé 15 jours, même 3 semaines. Tout simplement parce que, début de la vague, j'ai un cas positif et j'ai des cas contacts. Donc j'applique le protocole qui consiste à dire aux gens d'aller se faire tester, etc. et d'isoler les autres. Une semaine après, 10 jours après, je ne sais plus, on ouvre. Le même jour où on ouvre, de nouveaux cas positifs. Ainsi de suite. C'est un service comme ça. Service technique, pareil. Au service technique, je ne savais même plus compter le nombre de personnes atteintes de la Covid chez moi. C'est compliqué. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas offrir le service qu'on doit offrir à la population. Mon CCAS, qui est le service qui doit être au fond, cas contact. Pareil. Difficulté pour pouvoir fonctionner, etc. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, nous accompagnons au mieux les familles. Avant de venir ici, là ce matin, j'ai rencontré effectivement des familles et j'ai rencontré des enfants de soignants pour lesquels on a mis en place la scolarisation pour permettre à ces soignants d'aller au chevet des malades. Ça aussi, la commune de Lamentin s'engage à ça. Et j'ai toujours dit que ma commune va s'engager à prendre en charge les enfants des soignants pour permettre aux soignants d'être au chevet des malades. Donc ce matin, je suis allé visiter 12 enfants de soignants qu'on a pris en charge et je remercie le personnel municipal. Je remercie l'Éducation nationale où on a pu s'organiser ensemble pour prendre en charge ces soignants, ces enfants de soignants. Donc voilà des choses que nous devons mettre en place. Est-ce que vous avez une idée du nombre de décès dans votre commune? Non, je ne compte plus. J'ai arrêté. Non, c'est trop, je vous l'assure. J'ai arrêté, c'est trop dur, c'est trop difficile. Aujourd'hui, on m'en a appris 2. D'accord? Combien? 2 aujourd'hui. D'accord? Aujourd'hui, on m'en a appris 2. Mais chaque matin, il y en a. Parce qu'il n'y a pas que les morts de la Covid. Quand vous avez déjà les morts de manière habituelle, ou quand vous êtes maire, ça revient à vous automatiquement. Quand on ajoute la quantité encore qu'il y a liée à la Covid, qui multiplie le chiffre de manière astronomique, c'est compliqué à vivre, je vous assure. Et à un certain moment, on ne compte plus. On ne compte plus. Donc, vous ne comptez plus. Est-ce que vous avez quand même ce courage et cette force d'aller voir les familles, de les réconforter et d'être cet élu de proximité par excellence qu'est le maire? On le fait. On le fait. Le maire le fait. Si le maire ne peut pas le faire, il y a un conseiller, il y a un adjoint qui ira. On est là. On est là avec les familles. Mais c'est dur. Je vous le dis que c'est dur. C'est très compliqué parce qu'on ne sait plus quoi dire aux gens. On ne sait plus quoi dire aux gens dans la détresse. J'ai connu une famille qui a perdu 5 personnes. 5 personnes. 5 personnes dans la même famille. Et ça, en 15 jours. Je vous assure. Vous ne savez plus quoi dire après ça. J'étais là, à côté de la famille. Et dans le même quartier, 7 personnes, dans le même quartier. Sur 100 mètres linéaires. Sur 100 mètres linéaires. 7 personnes.
Et parmi elles, une personne de mon âge. Parmi elles, une personne de mon âge. On ne sait plus quoi dire à un certain moment. On ne sait plus quoi dire. On arrive dans la famille, on ne sait plus quoi dire. C'est compliqué, c'est dur, je vous assure. Alors, comment abordez-vous l'avenir? Comment abordez-vous cette rentrée? Êtes-vous prêt? Est-ce que les écoles sont prêtes? Et comment allez-vous gérer puisqu'il va falloir continuer? Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Mais je peux vous dire que la première situation qu'il faut gérer, c'est, et je suis allé ce matin réconforter mon personnel, leur dire merci. Leur dire merci. Je leur dis, je sais que c'est votre travail, vous êtes payé pour le faire, mais je vous dis merci quand même. Pourquoi? Parce que les conditions psychologiques aujourd'hui sont difficiles. Parce que parmi ces agents-là, il y en a qui ont perdu des parents. Il y en a qui sont affaiblis. Et il y en a qui ont peur. Au contact avec les autres, etc., là, ils ont peur. Donc, oui, c'est compliqué de pouvoir le faire, mais on l'a fait. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. À Lamentin, et je dis merci d'ailleurs aux deux élus qui sont en charge des affaires scolaires chez moi, d'accord? Madame Burat qui s'occupe des affaires scolaires et qui s'occupe de la politique scolaire, et mon premier adjoint, M. Glorieux, qui lui s'occupe de la caisse des écoles, qui sont au fond. Ce matin, ils étaient au fond, tous les deux. Et moi aussi. Et je leur dis merci, et je dis merci à toutes les équipes, à la directrice de la cohésion sociale, à la directrice du CCAS, à la directrice aussi de la caisse des écoles, et à tout le personnel de la caisse des écoles, parce qu'ils ont joué le jeu. Je n'ai eu aucun agent qui m'a dit, monsieur le maire, je ne peux pas, etc. Les écoles sont prêtes, les écoles sont préparées, les écoles sont nettoyées, tout est prêt. Dans une situation compliquée et difficile. Et ce matin, il y a une équipe qui me dit, monsieur le maire, changez d'équipe, pourquoi c'est nous que vous choisissez? Je leur ai dit, avec une boutade, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous avez su le faire l'an dernier, vous le faites bien cette année. Ils étaient contents. Mais c'est vrai, je leur ai dit, vous savez faire, vous avez l'expérience, vous savez faire. Cette année, j'ai repris la même équipe qui a fait l'an dernier parce que vous avez appris à faire et que vous savez faire. Pas de problème d'eau, gel hydroalcoolique à disposition. On a la chance à Lamentin. Vous parlez de gestes barrières. Alors vous avez vraiment respecté on a la protocole. On a déjà la chance à Lamentin de ne pas avoir de problème d'eau potable. C'est l'une des rares communes de la Guadeloupe où on a anticipé sur la question de l'eau et on n'a pas de problème d'eau potable, donc il y a de l'eau régulièrement. Deuxièmement, oui, on a fait le nécessaire pour approvisionner en matériel, en tout ce qu'il faut pour les gestes barrières. Pour les gestes de protection, je préfère dire les gestes de protection, tout ce qu'il faut. On fera encore le point avec les équipes, mais je sais que mes équipes travaillent là-dessus et on travaille là-dessus. Mais pour moi, le plus important, ce sera l'accompagnement moral, psychologique de ces équipes-là. Ce sera le plus important. Et l'organisation qu'on mettra en place. Parce que même si on va faire la rentrée à la fin du mois, ce sera à la fin du mois. Je le dis, la rentrée matérielle, ce sera à la fin du mois. La rentrée administrative va se faire le 13, mais il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans la situation dans laquelle on est là, la rentrée effective, réelle, se fera à la fin du mois. Donc, il va falloir organiser cela pour protéger les gens. Donc, mettre en place effectivement une organisation qui permet aux enfants d'être scolarisés, mais dans des conditions de protection pour les enseignants et pour le personnel. Donc, il y aura... Alors, ça sera port du masque obligatoire? Ce sera pas pour nous, non. À l'école primaire, là, ce sera surtout l'organisation du temps de travail. Ce sera surtout l'organisation du temps de travail. L'organisation du temps de travail. Et l'organisation du temps de présence dans les écoles, vacation unique. Certainement, on ira vers la vacation unique. Repas tiré du sac. Repas sur place. Distanciation entre les gens. Il y aura des choses comme ça. Et des petits groupes. Plus, quand on pourra le faire, effectivement, le travail à distance. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aura, selon vous, un après-Covid? J'aimerais tellement.
qu'on puisse parler de l'après-Covid. J'en rêve. Malheureusement, la réalité aujourd'hui dans laquelle je baigne ne me permet pas encore de parler de l'après-Covid. Me permet surtout de dire, organisons-nous pour qu'il n'y ait pas une 5e vague aussi meurtrière. Parce que si on reste dans l'état d'esprit dans lequel on est là aujourd'hui, il ne faut pas se faire d'illusions, il ne faut pas se raconter d'histoires. Si on reste dans cet état d'esprit-là, il y aura une 5e vague. Et elle sera aussi meurtrière. Il ne faut pas se raconter d'histoires. L'après-Covid passe par quoi? Si on peut penser d'après-Covid? L'après-Covid, aujourd'hui, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin. Au dire de ce que les médecins disent aujourd'hui, je dis bien la communauté scientifique dit aujourd'hui, l'après-Covid passe par le respect. Le respect des gestes de protection. Tous les jours, à tout moment, partout. C'est la première règle. Ça passe par là, pour commencer. La deuxième chose, la vaccination. On peut être pour ou contre, chacun prend son opinion. Et moi, je dis ce que la communauté scientifique dit, la vaccination. Et la troisième chose, qui pour moi est importante, et aucun médecin ne vous dira le contraire, renforcez votre immunité. Mangez sainement. Prenez des remèdes rasiers. Prenez des choses qui vont vous renforcer. Sur les remèdes rasiers, il y a beaucoup de choses qui circulent. Oui, mais on fait dire aux remèdes rasiers ce qu'on ne doit pas dire. On n'a jamais dit, personne n'a dit que les remèdes rasiers guérissaient de la Covid. Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. Personne. On a tout simplement dit qu'il faut en prendre pour vous renforcer. Et c'est normal. Moi, j'en prends. Je suis vacciné, j'en prends, j'ai toujours pris, je continue à en prendre. Et qui c'est qui va vous dire, même votre médecin, votre pharmacien, il ne va pas vous dire de ne pas prendre des remèdes rasiers. Ça fait partie de la tradition. D'accord? Mais ce n'est pas parce que vous allez prendre des remèdes rasiers 1 mois, 2 mois, que ça va vous protéger. Il faut le prendre régulièrement, tout le temps, et il faut savoir le prendre. Il faut demander à ceux qui savent comment on le fait, parce qu'on ne doit pas tout mélanger, on ne doit pas prendre n'importe quelle dose, etc. C'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et ça, c'est sur le long terme, pour se renforcer. D'accord? Donc, ça aussi. Mais alors, dans l'immédiat, là, actuellement, si on veut arrêter la Covid, la première chose qu'il faut faire, protection. Protection, protection, avec les gestes de protection. Alors, à quelle place mettez-vous les décisions, les choix de ceux qui nous dirigent? Je pense que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont pas d'autre choix que de prendre les décisions qui sont demandées par la haute autorité de santé. Je le dis bien, parce qu'on ne parle pas assez de la haute autorité de santé. On vous parle de Macron. Macron, c'est un politique. Ça aurait été n'importe quelle autre personne, n'importe quel autre président, il aurait suivi les préconisations et les décisions de la haute autorité de santé. La Guadeloupe aurait été indépendante, je dis bien. La Guadeloupe aurait été un pays indépendant, avec les expertises que nous avons en Guadeloupe, avec les qualifications que nous avons en Guadeloupe, nous aurions pu aussi, nous, en Guadeloupe, si nous étions un pays indépendant, avoir notre haute autorité de santé constituée d'experts guadeloupéens. Ils ne diraient pas autre chose que ce que la haute autorité de santé dit en France aujourd'hui, vaccinez-vous. Ils diraient la même chose. Tout comme dans les pays de la Caraïbe, qui sont aussi des démocraties, on dit la même chose. On ne peut quand même pas enlever le fait que les décisions doivent être prises au bon moment et des bonnes décisions, je serais tentée de dire, là, pour permettre de gérer cette crise qui nous touche. Un jour, je viendrai ici. Je vous parlerai de l'offre médicale en Guadeloupe. J'ai beaucoup à dire sur l'offre médicale en Guadeloupe. Il ne faut pas croire que je suis satisfait de ça. Il ne faut pas croire que je suis satisfait de ça. Il ne faut pas croire du tout que je suis satisfait de ça. Mais est-ce que c'est le moment? Quand je vois que les médecins, et vous l'avez dit tout à l'heure là, se démènent, corps et âme, que les infirmiers, libéraux même, se démènent, corps et âme. Quand je vois les pompiers qui vont et qui viennent toute la journée, se démènent, corps et âme, est-ce que c'est le moment où je vais palabrer et passer dans la critique? Je vous dis, le conseil de guerre, on le fait après la guerre. Pas pendant la guerre. Pendant la guerre, on gagne la guerre, d'abord. Et après, on fait le conseil de guerre. J'aurais des choses à dire. Pour l'instant, qui gagne? Pour l'instant, c'est le virus qui nous gagne. Il tue trop.
Gagnons d'abord le virus. Et après, on va parler de comment on a géré la crise et comment on aurait pu gérer autrement la crise. Parce qu'il y a des choses à dire. Mais ce n'est pas le moment. Chaque chose en son temps. Merci Jocelyn Sapoti d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre. Je vous souhaite une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.